Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu salam ala ashrafil mursalin. Salam alaikum. Alors, ceci est la solution du travail dirigé concernant le chapitre numéro 2 du cours de physique 1. Le chapitre est dédié à la dynamique du poids matériel. L'exercice numéro 1 a été corrigé durant le cours, donc il ne sera pas traité dans cette vidéo-là. On va passer directement à l'exercice numéro 2. Dans un ascenseur, un corps de masse 5 kg est posé sur le plancher. Calculez le poids apparent de ce corps lorsque l'ascenseur se déplace à vitesse constante, se déplace avec une accélération A égale 4 mètres par seconde carré vers le haut, se déplace avec une accélération égale à G vers le bas, prendre G égale 10 mètres par seconde carré. Donc nous avons une masse qui est posée sur le plancher d'un ascenseur, et l'ascenseur, en se déplaçant, des fois il a une vitesse constante, des fois il a une accélération vers le haut, et parfois il a une accélération vers le bas. Donc on va calculer le poids apparent de cette masse-là à l'intérieur de l'ascenseur en fonction des différentes accélérations. Premièrement, un repère galiléen est un repère qui est soit fixe, soit en mouvement rectiligne uniforme par rapport à un autre repère fixe. On a vu en cours qu'un repère galiléen est un repère qui est soit fixe, soit en mouvement rectiligne uniforme. Quand l'ascenseur est au mouvement et il se déplace à vitesse constante, donc il peut être considéré comme un repère galiléen ou un repère inertiel. Mais dès qu'il a une accélération vers le haut ou vers le bas, donc l'ascenseur n'est plus considéré comme un repère inertiel et il devient dans ce cas un repère non inertiel. Donc, comme l'ascenseur accélère pendant la montée et la descente, il est considéré comme un repère non galiléen, non inertiel. Si l'ascenseur est fixe, le poids apparent هو الوزن الظاهر داخل l'ascenseur de la masse. Le poids apparent est égal à son poids absolu. Donc, on va dire que le poids absolu de la masse, c'est la masse fois l'accélération absolue. Et l'accélération absolue, c'est l'accélération de la pesanteur G, donc c'est mg. Donc, dans ce cas, c'est 5 kg qui multiplie, ça fait 50 newtons. Donc, le poids absolu ou bien le poids apparent de la masse lorsque l'ascenseur est à l'arrêt ou bien il se déplace à vitesse constante, c'est mg, 50 newtons. Maintenant, si l'ascenseur est en mouvement accéléré, le poids apparent est P apparent égale la masse fois l'accélération relative. Parce que quand l'ascenseur accélère, ce qui est mesuré à l'intérieur de l'ascenseur, c'est l'accélération relative. Donc le poids apparent sera lié à l'accélération relative. D'après les lois de la cinématique du poids matériel, on sait que l'accélération absolue est égale à l'accélération d'entraînement plus l'accélération relative plus l'accélération complémentaire. Comme ici, l'ascenseur est en mouvement rectiligne, haraka mustaqima, il n'y a pas de rotation, donc il n'y a pas de oméga, l'accélération complémentaire est nulle. Donc ce qui reste serait juste l'accélération d'entraînement et l'accélération relative. L'accélération relative est égale à l'accélération absolue moins l'accélération d'entraînement. Donc l'accélération qui sera mesurée à l'intérieur, ça sera G moins l'accélération d'entraînement. Si on prend G, donc l'accélération absolue est égale à G, 10 mètres par seconde carré, alors en phase de montée accélérée, donc quand l'ascenseur est en phase de montée accélérée, donc l'accélération d'entraînement est égale à moins A ascenseur, puisqu'elle est vers le haut. Moi j'ai pris un axe vers le bas pour avoir un G positif. Donc vers le haut, l'accélération est négative. Donc A relative est égal à A absolu qui est G, moins A ascenseur qui est égal à G plus A ascenseur. Donc quand il est en montée accélérée, l'accélération s'ajoute à la pesanteur et le poids apparent augmente. Donc le poids apparent, ça sera mg plus A accélération ascenseur. En phase de descente accélérée, l'accélération d'entraînement est égale à l'accélération de l'ascenseur, implique que A relative est égal à G moins A ascenseur. Donc le poids apparent diminue. Donc est égal à m, G moins A ascenseur. Application numérique, en phase de montée accélérée, donc le poids apparent augmente. Si l'accélération de montée c'est 4 mètres par seconde carré, donc le poids apparent ça va être la masse 5 multiplie
et l'accélération de la pesanteur plus l'accélération de montée, ça fait 14 mètres par seconde carré. Donc le tout, ça fait 70 newtons. Donc le poids a augmenté. Son poids, rappelez-vous, le poids absolu, c'est 50 newtons. Maintenant, donc le poids a augmenté à peu près de 40%. Maintenant, en phase de descente accélérée, P apparent est égal à mg moins A ascenseur. Donc 5. Donc si la descente s'effectue avec une accélération égale à g, si on suppose que le câble de l'ascenseur est coupé et que l'ascenseur descend avec une accélération égale à g, donc le poids apparent devient nul. Donc l'objet à l'intérieur de l'ascenseur, dans le cas d'une descente avec une accélération g, devient en état d'apesanteur. Donc il n'y aura pas de pesanteur à l'intérieur de l'ascenseur. À vitesse constante, bien sûr, l'accélération d'entraînement est nulle et dans ce cas, le poids apparent serait égal au poids absolu qui est de 50 newtons. Exercice numéro 3. Un corps de masse m égale 1 kg glisse sans frottement vers le bas sur un plan incliné avec une accélération de 1 mètre par seconde carré. A. Calculer le module de la tension dans le câble. B. Calculer l'accélération du corps si la corde est supprimée. Prendre G égale 10 mètres par seconde carré. Diagramme libre du système composé de la masse M comme poids matériel. Donc, je prends la masse et je la représente par un point matériel. J'enlève les liaisons. Donc, le plancher est représenté par un axe incliné de 45 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, la masse, les efforts subis par la masse sont la tension du câble. Donc, j'enlève le câble, je le remplace par sa tension. La réaction du plancher sur la masse, donc c'est N. Le poids du poids matériel, donc c'est mg. Et bien sûr, le mouvement, la force inertielle ma, puisque la masse, elle descend avec une accélération a. Donc, mg, t et n, c'est des forces matérielles. Et ma est une force pseudo-matérielle, ou bien une pseudo-force, ou bien une force inertielle. Application de la relation fondamentale de la dynamique ou deuxième loi de Newton au système matériel M. Donc, somme des forces extérieures égale la masse fois l'accélération. On choisit comme repère inertiel le repère R de OXY. Donc, je vais prendre un X qui est parallèle au plan, un Y qui est vers le bas. Donc, mon repère, comme ça, j'aurai l'accélération qui est parallèle à l'axe X. Et j'applique la deuxième loi de Newton ou bien la relation fondamentale de la dynamique. Somme des forces égale ma, donc mg plus n plus t, c'est les forces extérieures qui est égale à ma. Projection des forces sur les axes du repère. Sur l'axe OX, donc sur l'axe OXG, donc la projection de mg sur l'axe OX, ça me donne mg sinus 45 degrés. Donc mg sinus 45, donc moins t, et ceci me donne ma. Donc selon l'axe x, j'ai juste la masse fois l'accélération. Sur l'axe OY, n est égal à la projection de mg sur l'axe OY, c'est mg cosinus 45. Voilà, mg cosinus 45 moins n égale à 0. L'équation 1 nous donne le module de la tension dans le câble. T est égal à mg sinus 45 moins ma. Donc je prends le m en facteur, ça fait m facteur de g sinus 45 moins a. Application numérique, t est égal m 1 kg, je multiplie g c'est 10, sinus 45 c'est 1 sur racine de 2, moins a qui est égal à 1 mètre par seconde carré. Ça me donne 6,1 newton. Je garde un chiffre après la virgule. Si la corde est coupée, alors t est égal à 0. Et de l'équation 1, on a a qui est égal à g sinus 45. Donc si t est égal à 0, le m se simplifie et a égale g sinus 45. Application numérique, l'accélération si la corde est coupée, elle serait de 10 sur racine de 2, est égal à 7,1 mètres par seconde carré.
Exercice numéro 4. La machine d'Atwood. Donc la machine d'Atwood est constituée d'une poulie sur laquelle passe une corde inextensible et aux extrémités de la corde sont fixées deux masses M1 et M2. Bien sûr, si M2 est supérieur à M1, donc la M2 va prendre un mouvement accéléré vers le bas, alors que M1 va prendre un mouvement accéléré vers le haut. Alors, deux blocs de masse M1 égale 1,3 kg et M2 égale 2,8 kg sont reliés par une corde inextensible. غير قابلة للتمدد. La corde est portée par une poulie de poids négligeable. بكرة ذات وزن مهمل. La corde, le contact corde-poulie est sans frottement. التواصل ما بين البكرة والحبل بدون احتكاك. Calculer l'accélération des blocs تسارع الكتل M1 et M2 et la tension dans la corde شدة القوة في الحبل et prendre G égale 10 mètres par seconde carré. Alors, la même chose, donc je vais prendre les masses M1, M2, je vais les isoler, نعزلهم, et je vais prendre M1 comme point matériel et M2 comme point matériel. Donc, ici M2 est supérieur à M1, donc M1 va descendre, M2 va descendre et M1 va monter. Donc, je vais prendre un axe Z1 vers le haut pour M1, comme ça j'aurai une accélération positive, et un axe Z2 vers le bas pour M2, comme ça je vais avoir ici aussi une accélération positive. Donc, les deux masses sont indépendantes, donc ce sont deux systèmes indépendants, donc je peux traiter chacun séparément. Alors, la masse M1 comme point matériel, donc les efforts mis en jeu sont le poids de la masse M1G vers le bas, la tension T1 dans le câble vers le haut et l'accélération A1 de la masse. Donc, je dessine l'accélération A1 pour dire que la masse A1 va monter. La même chose pour la masse M2. Donc, il y a le poids M2G, la tension dans le câble T2 et l'accélération A2 pour dire que la masse va descendre. Alors, application de la relation fondamentale de la dynamique ou bien la deuxième loi de Newton au système constitué par la masse M1. Donc, comme l'axe est vers le haut, donc j'aurai M1G plus T1 égale à M1 fois A1. La masse 1 fois l'accélération plus T1. La tension dans le câble T1 est égale à M1A1, ça c'est la loi de Newton. Maintenant, on fait une projection sur l'axe Z1, donc T1 est positif, M1G négatif. Donc T1 moins M1G est égal à M1A1, ça c'est la première équation. Diagramme libre du système composé de la masse M2 comme point matériel. Donc j'applique la RFD de la même façon. M2G plus T2 égale à M2A2. Maintenant, comme l'axe est vers le bas, donc T2 est négatif, M2G est positif. M2G moins T2 égale à M2A2. Maintenant, on nous dit, comme dans l'exercice, nous avons une hypothèse, le poids de la poulie est négligeable et le contact entre le câble et la poulie est sans frottement, nous permet de conclure que T1 égale à T2. En plus, le câble étant inextensible, nous permet d'écrire que A1 égale A2. Donc, quand le câble, الحبل يكون غير قابل للتمدد, تسارع الكتلة الأولى يكون يساوي تسارع الكتلة الثانية. En module, bien sûr. En sens, donc, si on considère A1, A2 vectoriellement, donc A1 égale moins A2. Mais en module, c'est égal. Donc, les équations 1 et 2 s'écrivent. Quand on met A1 égale A2, T1 égale T2, l'équation 1 devient T moins M1G est égal M1A, et l'équation 2 devient M2G moins T égale M2A. Voilà. Donc, l'équation 1, elle me donne T est égal à M1G plus A. Voilà, T égale M1 au facteur G plus A. Et de l'équation 2, je peux tirer en remplaçant T dans l'équation 2. Donc, je peux déduire, ou bien j'obtiens le résultat A égale M2 moins M1, c'est M2 plus M1 fois G. Et vous pouvez remarquer que si M2 égale M1, donc A égale à 0. Donc, il n'y a pas de mouvement.
Application numérique. A égale 3,7 mètres par seconde carré quand je remplace les masses par leur valeur et G égale à 10. Et la tension T est égale à 17,8 newtons. Exercice numéro 5. Deux blocs de masse M1 égale 1 kg et M2 égale 2 kg seront reliés par une corde inextensible. La corde est portée par une poulie de poids négligeable. Le contact corde-poulie est sans frottement. Le bloc 1 glisse sans frottement sur un plan incliné. Une force F égale 6 newtons agit sur le bloc 2 vers le haut et ce dernier a une accélération descendante de 5,5 mètres par seconde carré. Calculez la tension dans la corde et l'angle d'inclinaison du plan. Prendre G égale 10 mètres par seconde carré. Voilà, donc comme dans l'exercice précédent, j'ai deux blocs M1 et M2. Donc M2 est plus grand que M1. Donc M2, il descend. Il a une accélération vers le bas. La même chose donc pour M2, sauf que M2 subit une force vers le haut, F qui est égale à 6 newtons. On nous demande de calculer donc la tension dans la corde, T, et l'angle bêta d'inclinaison du plan. Et le contact ici s'effectue sans frottement. Alors, on va tracer les diagrammes libres des systèmes M1 et M2. Donc, je prends M1 comme point matériel. Je représente le plan incliné par un axe incliné X. Donc, l'horizontale, ici, l'horizontale, elle fait avec l'axe X un angle bêta. Donc, je retrouve ici entre le point MG et la perpendiculaire à X. Donc, la masse M1, donc la tension dans le câble T1, la réaction du plancher ou bien du plan sur M1, c'est N1, la force normale, le poids M1G de la masse M1. Et bien sûr, l'accélération de 1 à 1 est dirigée vers le bas, puisqu'on suppose que M1 descend. Alors, pour la masse M2, la même chose. J'ai la tension dans le câble qui agit vers le haut. La force F, elle est parallèle à T2 de même sens. Et j'ai le poids M2G vers le bas. Et la masse M2 descend vers le bas avec une accélération de 5,5 mètres par seconde carré. Donc A2 est orienté vers le bas. Donc pour avoir A2 positif ici, je prends un Y2, un axe Y2 dirigé vers le bas. Et ici la même chose, je prends un X qui a la même direction que A1. Alors, l'équation, la deuxième loi de Newton ou bien la relation fondamentale de la dynamique appliquée à la masse M1. Donc, somme des forces extérieures égale à M1 fois 1,1. Donc, les forces extérieures mises en jeu, c'est M1G, N1 et T1. Donc, M1G plus T1 plus N1 égale M1 à 1. Projection sur l'axe X, donc T1. Donc, T1 et la projection de M1G, donc c'est M1G sinus bêta. Donc j'ai M1G sinus bêta plus T1 est égal à M1 à 1. Mais comme le câble est inextensible, donc je peux dire directement ici que T c'est T1, c'est T2. Donc comme on a fait pour la même procédure que pour l'exercice précédent, donc comme le câble est inextensible, donc les accélérations c'est les mêmes, A1, A2 est égal à A. Et comme il n'y a pas de frottement entre la poulie et la corde, et la poulie elle est de poids négligeable, donc T1 égale T2. Donc projection sur l'axe X, M1G sinus bêta plus T1 égale M1 à 1. Projection sur l'axe Y, N1 moins M1G cosinus bêta est égal à 0. Donc la même chose sur l'axe Y. Donc j'ai N1. Donc la projection de M1G, ça fait M1G cosinus bêta. Comme il n'y a pas de mouvement sur l'axe Y, c'est 0. N1 moins M1G cosinus bêta égale 0, ça me donne deux équations. Alors la même chose pour la masse M2, somme des forces égale 0. M2G plus T2 plus F égale M2A2. Projection sur l'axe Y2, donc M2G est positive. Donc moins F moins T2 est égal M2A2. Maintenant, le poids de la poulie est négligeable et le contact entre le câble et la poulie sans frottement nous permet de conclure que T1 égale T2.
En plus, le câble étant inextensible, nous permet d'écrire que A1 égale A2. Donc, je prends les trois équations 1, 2 et 3 et je remplace A1 par A, A1, A2 par A et T1, T2 par T. Donc, l'équation 3 me donne T qui est égal à M2 fois G moins A moins F. Voilà. Si je fais l'application numérique, je remplace les valeurs. Donc, M2, c'est 2 kg, G, c'est 10 mètres par seconde carré, A, c'est 5,5 mètres par seconde carré et F, c'est 6 newtons. Ça me donne une tension de 3 newtons. Maintenant, sinus bêta de l'équation 1, par exemple, de l'équation 1, parce que de l'équation 1, j'ai la tension et j'ai l'accélération. Donc, je peux déduire sinus bêta. Donc, sinus bêta est égal à M1A moins T sur M1G. Application numérique. Donc, sinus bêta égale 0,25. Donc, bêta égale à 14,5 degrés. L'exercice numéro 6. Une maison est construite sur une colline à côté d'une pente faisant un angle θ égale 45 degrés par rapport à l'horizontale. Des études de sol ont montré que l'angle de la pente doit être diminué pour éviter un glissement de terrain. Si le coefficient de frottement statique entre les couches du sol est de 0,5, quel est l'angle minimal phi à réduire de la pente pour assurer la stabilité du sol contre le glissement? Donc j'ai un sol glissant, on veut construire une maison sur cette colline-là et on sait que il y a un risque de glissement du sol si on garde l'angle θ. Donc on doit enlever des couches de sol, on va enlever une partie du talus, on va diminuer donc l'angle θ d'un certain angle phi pour éviter le risque de glissement. On va supposer, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la masse supposée enlevée, donc toute cette masse-là supposée enlevée, on va la représenter par un point matériel sur un plan incliné d'un angle θ moins phi. Donc quand j'enlève la partie désignée par l'angle phi, donc il me reste juste l'angle θ moins phi. Voilà. Donc ça c'était l'angle initial θ. Après avoir enlevé toute cette partie-là du talus, donc le phi, il me reste une inclinaison qui est égale à θ moins phi. Et la partie enlevée, je la représente par un point matériel de masse M. Je mets les forces en jeu. Donc il y a le poids mg de la masse. Il y a la force de frottement qui s'oppose au mouvement. Et la réaction du sol sur le poids matériel N. Donc ce sont les trois forces mises en jeu. J'applique la relation fondamentale de la dynamique au système constitué par le poids matériel M. Donc mg plus fr plus n égale 0. La projection sur l'axe des x. Donc si je prends un axe x parallèle au plan et un axe y perpendiculaire porté par n. Donc j'aurai fr moins, donc ça c'est l'angle que je retrouve entre la verticale et mg, je retrouve l'angle θ moins phi, donc moins mg sinus θ moins phi, et ça c'est égal à 0 puisque je suis en statique. Projection sur l'axe y, donc n moins mg cosinus θ moins phi, donc n moins la projection de mg sur l'axe y, c'est mg cosinus θ moins phi égale à 0. Donc j'ai deux équations. Donc à l'équilibre, j'ai la somme des forces sur l'axe des x égale 0 et la somme des forces sur l'axe des y égale 0. Donc deux équations. Alors, j'ai une relation entre le frottement et l'effort normal. La force de frottement est reliée à la réaction N par la relation μs, le coefficient de frottement statique, c'est Fr sur N. Alors, maintenant le talus restera en place, pas de glissement, tant que Fr est supérieur à mg sinus θ moins phi. Donc, tant que Fr est supérieur à mg sinus θ moins phi, donc le talus ne va pas glisser. Il va glisser lorsque Fr est égal à mg sinus θ moins phi ou bien elle est inférieure.
Donc on va dire que la masse restera en place, elle ne va pas glisser si FR est supérieur à mg sinus θ moins phi. Alors de cette équation-là, donc l'équation 3, elle va me donner que FR égale mu S fois N est égal à mu S mg cosinus θ moins phi parce que N c'est mg cosinus θ moins phi de l'équation 2. Encore une fois, l'équation 4 va me donner mu S FR. Donc FR c'est mu S mg cosinus θ moins phi doit être supérieur à mg sinus θ moins phi. Donc je simplifie le mg et j'obtiens mu S doit être supérieur à tangente θ moins phi. Donc pas de glissement. Si mu S est supérieur à tangente θ moins phi, implique donc tangente moins 1 de mu S doit être supérieur à θ moins phi. Donc j'obtiens un phi qui doit être supérieur à θ moins tangente moins 1 de mu S ou bien arc tangente de mu S. Donc mu S c'est 0,5, application numérique. Phi doit être supérieur à 45 degrés moins arc tangente 0,5. C'est égal à 18,43 degrés. Donc si j'enlève une partie du talus correspondant à un phi qui est supérieur à 18,43, donc il n'y a pas risque de glissement. Et si phi est inférieur à cette valeur-là, il y a toujours risque que certaines couches du talus glissent. Exercice numéro 7. Deux blocs de masse M1 égale 2 kg et M2 égale 4 kg sont reliés par une corde inextensible. La corde est portée par une poulie de poids négligeable. Le bloc 2 est déposé sur une surface lisse et incliné de 30 degrés par rapport à l'horizontale et est tiré par une force F égale 60 N, orientée de 45 degrés par rapport à la surface. Le coefficient de frottement dynamique entre le bloc 1 et le sol est mu D égale à 0,4. Donc, entre le bloc 1 et le sol, il y a du frottement. Et comme il y a mouvement, donc c'est du frottement dynamique. Et le coefficient de frottement dynamique est 0,4. La masse, le bloc 2, est tiré par une force inclinée de 45 degrés par rapport au plan, lui-même incliné de 30 degrés par rapport à l'horizontale. On nous demande de calculer l'accélération des blocs A, la tension dans la corde et la force nécessaire pour que le bloc 2 ait une vitesse constante. Donc, là, il faut calculer la force F, quelle est la nouvelle valeur de F pour que M2 ait une vitesse constante, donc une accélération nulle. Alors, la même chose, je vais isoler la masse M1 et la masse M2 comme point matériel et je vais mettre les forces mises en jeu. Alors, le diagramme libre du système composé de la masse M1 comme point matériel. Donc, la masse M1, il y a son poids M1G. L'action du sol sur M1, N1, qui est normale perpendiculaire au sol. Donc, il y a la tension du câble T1 et la force de frottement FR qui s'oppose au mouvement. Bien sûr, j'indique ici l'accélération de A1 pour dire que la masse A1 se déplace vers la droite. Alors, je vais utiliser pour le système matériel M1 un repère qui est centré sur M1 et dont l'axe X1 est parallèle au plancher et l'axe Y1 est perpendiculaire au plancher. Application de la relation fondamentale de la dynamique, somme des forces extérieures égale M1G plus T1 plus N1 plus FR et ceci est égal à M1 A1. Projection sur l'axe X1, donc sur l'axe X1 nous avons T1 moins FR qui est égal à M1A1. T1 moins FR égale M1A1, c'est la première équation. La deuxième équation, donc j'ai N1 moins M1G qui est égal à 0, puisqu'il n'y a pas de mouvement sur l'axe Y, le mouvement uniquement sur l'axe X. Équation du frottement, mu D, le coefficient de frottement dynamique, c'est FR sur N1. Alors, diagramme libre du système composé de la masse M2 comme point matériel, je vais isoler la masse M2. Je mets M2 sur un plan incliné de 30 degrés par rapport à l'horizontale et je mets les forces en jeu. Donc, j'ai le poids de M2, c'est M2G. La réaction du sol sur M2, c'est N2. La force F de traction qui fait 45 degrés avec le plan et la tension dans le câble T2. Il n'y a pas de frottement en M2 puisqu'on nous dit que le contact ici il se fait lisse. Et la direction de A2.
Donc, somme des forces, application de la RFD, somme des forces extérieures égale M2G plus F plus N2 plus T2 est égal à M2A2. Projection sur l'axe X2. Donc, sur l'axe X2, j'ai F cosinus 45 moins T2 moins M2G sinus 30. Voilà, F cosinus 45 moins M2G sinus 30. Donc, c'est la composante de M2 sur l'axe X. Donc, le 30, il est là. Donc, c'est M2G sinus 30 moins T2 est égal à M2A. Donc, le mouvement s'effectue selon X2. Projection sur l'axe Y2. Donc, N2 moins la projection de MG sur l'axe des Y, c'est MG cosinus 30. Plus la projection de F sur l'axe des Y, c'est F sinus 45. Voilà, N2 plus F sinus 45 moins M2G cosinus 30 égale à 0 puisqu'il n'y a pas de mouvement. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 équations. Alors, maintenant, les hypothèses, le poids de la poulie négligeable, le contact entre le câble et la poulie sans frottement nous permet d'écrire T1 égale T2 égale à T. En plus, le câble étant inextensible nous permet d'écrire que A1 égale A2. Donc, les équations se transforment en T. L'équation 1 nous donne T moins FR égale M1A. L'équation 2 nous donne M1G, c'est N1. L'équation 3 nous donne la force de frottement égale mu D fois N1 qui est égal mu D M1G. L'équation 4, F cosinus 45 moins M2G sinus 30 moins T égale à M2A. Et l'équation 5, N2 est égal à M2G cosinus 30 moins F sinus 45. Donc j'ai en tout 5 équations avec 5 inconnus qui sont 5 معادلات ب5 مجاهيل N1, N2, T, F, R et A. Donc les équations 1, 3 et 4 nous permettent de déduire l'accélération des masses. Donc avec ces 3 équations-là, nous pouvons déduire l'accélération des masses A qui est égale à F cos 45 moins M2G sinus 30 moins mu D M1G sur M1 plus M2. De l'équation 4, nous pouvons déduire la tension dans le câble T. Donc T est égal à F cosinus 45 moins M2G sinus 30 moins M2A. Et application numérique, donc A est égal, après avoir introduit les valeurs, 2,4 mètres par seconde carré. Et T est égal à 12,8 newtons. Maintenant, pour la deuxième question, on doit calculer la nouvelle valeur de F. Donc, je reviens en arrière. On calcule la nouvelle valeur de F pour que M2 ait une vitesse constante, donc une accélération nulle. Donc, je vais à l'équation 1 et je vais mettre que T', la nouvelle tension dans le câble T', ça va être FR, donc, puisqu'il n'y a pas d'accélération. Donc, il n'y aura pas d'accélération, donc T' est égal à FR. Et T' égale FR, et FR, c'est mu D fois M1G, la force de frottement. L'équation 4, donc si je mets A égale à 0, donc j'aurai F cosinus 45 moins M2G sinus 30 moins la nouvelle tension T' est égale à 0. Donc de cette équation, j'obtiens T', j'injecte dans l'équation 4 et j'obtiens la valeur de F. F est égal à G, mu D M1 plus M2 sinus 30 sur cosinus 45. Application numérique, F, le nouveau module de F, c'est 53,7 newtons. Donc, si F est égal à 53,7 newtons, donc la masse M2 et la masse M1 auront une vitesse constante, donc une accélération nulle. L'exercice numéro 8 est une expérience que nous pouvons réaliser au laboratoire pour déterminer le coefficient dynamique, le coefficient de frottement dynamique entre deux surfaces. Donc, supposons que la première surface est la surface de M1 et la deuxième surface c'est la surface de la table du laboratoire. Et je veux calculer le coefficient de frottement dynamique entre M1 et la table du laboratoire. Donc, je dois disposer de deux masses, M2 supérieur à M1, d'une poulie fixée au coin de la table et d'un câble inextensible qui va relier les deux masses. Donc, au début de l'expérience, M2 est fixé à une hauteur h du sol. Quand je lâche M2, donc la masse M1 va acquérir une accélération. Quand M2 touche le sol, la tension dans le câble s'annule et M1, ayant atteint une certaine vitesse, elle va continuer
Donc elle va terminer son parcours avec une vitesse initiale qui est la vitesse à la fin de la phase 1. Donc elle va continuer avec une certaine vitesse initiale. Et comme il y a du frottement ici, donc sa vitesse va diminuer progressivement jusqu'à s'arrêter. Donc entre le moment où M2 touche le sol et l'arrêt de M1, donc M1 aura parcouru une distance D. Donc au laboratoire, je peux mesurer ce D-là. Donc j'ai la distance D parcourue par la masse quand M2 a touché le sol. J'ai la hauteur H, j'ai les masses M1 et M2. Donc ces quatre paramètres vont me permettre de calculer le coefficient de frottement dynamique entre M1 et la table du laboratoire. On va découper donc le mouvement en deux parties, en deux phases. La première phase, c'est lorsque M2 est lâché. Donc quand je lâche M2, comme le câble est inextensible, la poulie de poids négligeable, il n'y a pas de frottement entre le câble et la poulie. Donc quand je lâche M2, M2 va acquérir une accélération sur l'axe Z. Donc si je mets un axe Z vers le bas, donc M2 va acquérir une accélération. Et c'est la même accélération avec laquelle sera animé M1. Donc M1 aura une accélération X de points, puisque M, elle évolue sur l'axe des X, alors que M2, elle évolue sur l'axe des Z. Donc j'aurai une accélération ici Z de points qui est égale à une accélération ici qui est égale à X de points. Donc à la fin de la première phase, je vais calculer la vitesse, à la fin de la première phase, la vitesse de M1. Ensuite, je vais déduire l'équation de mouvement de M1 pour calculer la distance parcourue par M1 avec la vitesse initiale obtenue à la fin de la phase 1. Et avec ces paramètres-là, donc une fois j'aurai l'équation de mouvement, donc je vais calculer le temps nécessaire pour que la masse s'arrête. Et avec ce temps-là, je vais déduire le coefficient de frottement dynamique. Première partie. Le poids de la poulie étant négligeable et le contact entre le câble et la poulie sans frottement nous permet de conclure que T1 égale T2. En plus, le câble étant inextensible, nous permet d'écrire que les accélérations, c'est les mêmes. Voilà. Diagramme libre du système composé de la masse M1 comme poids matériel. Application de la relation fondamentale de la dynamique, somme des forces égale 0. Donc, M1G plus T, M1G plus T, la tension dans le câble, plus N1, plus la force de frottement est égale M1A. Alors, projection sur l'axe X1. Donc, je vais prendre un repère X1, Y1 pour la masse M1. Donc, sur X1, j'ai T moins FR, qui est égal à M1A. Première équation. Deuxième équation, projection sur l'axe Y1, donc N1 est égal à M1G. Alors, l'équation du frottement mu D égale FR sur N1, donc FR égale mu D N1 est égal mu D M1G, puisque N1 c'est MG. Donc, j'obtiens la force de frottement, c'est mu D M1G, je remplace, donc T moins mu D M1G, c'est M1A. L'équation 1 et 3 me permettent de calculer T qui est égal à M1A moins mu DG. C'est l'équation 4. Maintenant, je vais à la masse M2. Je vais faire la même chose. La masse M2 comme poids matériel. Donc, il y a son poids M2G et la tension dans le câble T. Je prends un axe Z vers le bas. Comme ça, je vais avoir une accélération positive. Somme des forces extérieures égale M2G plus T égale M2A. Projection sur l'axe Z. M2G moins T égale M2A. Donc, T est égal à M2G moins 1. C'est l'équation 5. L'équation 4 et l'équation 5 me permettent donc de faire une égalité ici, parce que ce terme-là est égal à ce terme-là, va me permettre de calculer A. Donc, je mets A indice 1. Donc, pour la phase 1, l'accélération, c'est M2 moins mu d M1 sur M1 plus M2G. Et ça, c'est l'équation 6. L'indice 1 pour l'accélération de la phase 1. Marhala al-oula. Alors, B, équation de mouvement de la masse M1. Sachant que x1, 0 est égal à x.0 égale 0. Donc, les deux masses ont la même accélération. Donc, M1 aussi a la même accélération A. On suppose que la vitesse initiale de M1 et le déplacement initial de M1, c'est 0. Alors, l'accélération
de la masse M1 dans la phase 1, c'est A1. Donc, le déplacement X1 pour la masse 1, en fonction du temps, c'est 1 demi de A, l'accélération à la phase 1, fois T au carré. Alors, l'équation de mouvement de la masse M2, sachant que Z0 égale Z.0 égale 0, donc Z c'est l'axe vers le bas. Donc Z2 point, c'est la même accélération à la phase 1. Donc j'intègre deux fois Z de T égale N demi de l'accélération à la phase 1 fois T au carré. Comme le câble est inextensible, donc X1 de T est égal à Z de T. Et X point de T égale à Z point de T. Et X2 point, qui est l'accélération, est la même. Alors, lorsque M2 touche le sol, la distance parcourue est H. Donc, je vais mettre ici Z égale à H. Donc, Z égale à H et je vais déduire le temps. Z de T1 égale H implique que 1 demi de A1 T1 au carré égale H. Donc, T1 égale racine de 2H sur l'accélération à la phase 1. Calcul de la vitesse de M1 à l'instant T1. Donc, je vais à l'équation de la vitesse de T1. Donc, X point de T1, c'est l'accélération que multiplie T1, est égal à 2HA1. Donc, je prends T1 ici, je le remplace par 2H sur A1. Donc, j'obtiens racine de 2 fois HA1. Ça, c'est la vitesse initiale. C'est la vitesse finale à la phase 1. Et c'est cette vitesse qui servira de vitesse initiale à la phase 2. Au début de la deuxième phase, M2 est sur le sol. Donc, M2 وصلت للأرض. M1 continue son mouvement avec une vitesse initiale égale à X.1 T1. Donc, il y a un deuxième mouvement. Maintenant, une deuxième phase pour la masse M1 qui commence avec une vitesse initiale X.1 de T1 qui est égale à racine de HA1. Et s'arrête, donc la masse M1 s'arrête après avoir parcouru la distance D mesurée expérimentalement. Donc D, on peut la mesurer au laboratoire. Le début de la deuxième phase, la vitesse initiale de la masse 1, c'est 2HA1. Et la tension dans le câble est nulle, T égale 0. Application de la RFD à M1, donc moins FR égale M1 à 2, puisqu'il n'y a pas de tension. Donc je reviens à l'équation. Donc je reviens à l'équation 1. Donc, comme il n'y a pas de tension, donc directement, FR, c'est moins MA. Bon, on intègre l'accélération à la phase 2, moins mu dg. Donc, pour avoir la vitesse de la masse M1 à la phase 2, c'est A, l'accélération à la phase 2 fois T plus la vitesse initiale, qui est la vitesse finale de la phase 1. Donc, égale moins mu dg fois T plus racine de 2h à indice 1. À l'arrêt de la masse, sa vitesse est nulle et le temps écoulé est. Donc, le temps nécessaire pour que la masse 1 s'arrête à la phase 2, il suffit juste de mettre la vitesse égale 0, donc ça égale 0, et j'obtiens T. Donc, T est égal 2 fois h à indice 1 sur mu dg. Maintenant, x2 de T2, si je vais vers l'équation de x2, donc, j'intègre x.2, je vais mettre x2 de t égale d. Donc, d est égal à h à indice 1 sur mu dg. Donc, implique que a indice 1 est égal à mu d hg à mu dg fois d sur h. Ça, c'est l'équation 7. Donc, je vais injecter cette équation dans 6. Donc, je retourne l'équation 6. Donc, je vais injecter la valeur de A1 en fonction de DH et mu D. Voilà. Donc, en injectant l'équation 7 dans 6, j'obtiens mu D en fonction de M2, de M1, de D et de H. Donc, mu D égale M2 sur M1 plus M2 D sur H plus M1. Ceci termine la séance de travaux dirigés consacrée à la dynamique du poids matériel. Merci pour votre attention. Salam alaikum.